Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mardi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne en co-animation à cette émission Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. On est tanné des vents, hein? Oui. On peut pas se débarrasser de ça. Oui. Parce que ça, notre contrôle. Non, effectivement. Mais heureusement, aujourd'hui, pas de pluie. Tu sais, ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, il y a les grands vents, mais au moins, avec pas de pluie, là, les risques des débordements sont moins grands. Quoique, il y en a un petit peu des débordements. Un sur la route 138, tout près d'ici, à Sept-Îles. Également, la situation, là, l'eau est rendue sur les terrains au lac d'Aigle. On aura quelques précisions dans nos actualités régionales dans quelques instants. En entrevue vers 12h15, on s'entretient avec la mairesse de Port-Cartier, Madame Violaine Doyle. Je pense que c'est tranquille du côté des débordements et inondations du côté de Port-Cartier. Mais hier, les élus étaient réunis. Il y avait plein de dossiers. On parle entre autres là des travaux importants, là, l'aqueduc Égout du côté de Pentecôte. On prépare tout ça. On va parler avec la mairesse aussi, bien sûr, du vote qui est en cours chez ArcelorMittal. Sa première réaction là à une entente de principe entre la compagnie. Une grève aurait eu des conséquences importantes pour une ville comme Port-Cartier. On parle quand même du principal employeur de la ville, là, ArcelorMittal. Hier également, on a vu qu'il y avait un surplus pour le rapport financier de 2016 du côté de la ville de Port-Cartier. On va parler de tout ça avec la mairesse Violaine Doyle en direct par téléphone vers 12h15. Tout de suite après, on parle d'un groupe de jeunes, des étudiants du cégep qui sont allés visiter le lac Bloom. Oui, tout à fait. Ils sont allés en avril, donc c'était le 20 avril dernier. C'est Champion Iron qui les a invités. Donc, ils sont allés visiter les installations. Ils ont pu découvrir le site. Bon, bien sûr que c'est pas encore démarré, là, mais ils ont quand même pu aller voir là, comment c'est installé là-bas. Et on s'entend que ces techniques-là, des techniques de technologie minérale, c'est beaucoup sur le terrain que ça se passe. Donc, c'est une super expérience pour ces jeunes-là. Il y a un professeur, Alexandre Jean, qui va venir nous en parler. Il devrait amener un étudiant également là, pour venir nous parler de son expérience là-bas. À 12h40, on vous offre une entrevue d'émotion sur nos ondes. Je me suis entretenu un peu plus tôt ce matin avec Jean-Claude Terrien-Pinette et il agira sur nos ondes comme porte-parole de la famille Pinette. On sait que Catherine, 40 ans, et ses deux fillettes de 6 et 4 ans sont décédées dans ce tragique accident. Donc, la famille Pinette vit son deuil présentement, un deuil déchirant. L'an dernier, sa tante, à Jean-Claude, Blandine Pinette, a également perdu la vie de façon accidentelle lors de l'événement tragique également du côté de la rivière Moisy en hélicoptère. On apprécie beaucoup quand même le soutien de la communauté Innu Ouachat Makmaliotenam, le soutien du conseil de bande également. Donc, on en parle avec Jean-Claude Terrien-Pinette, comment on vit ça là du côté de la famille. C'est dès ce soir qu'on va accueillir parents et amis. Voilà, entrevue vers 12h40 avec Jean-Claude Terrien-Pinette, porte-parole de la famille Pinette. Et en fin d'émission Côte-Nord Attitude, notre chronique assurance, Guy Duchesne sera avec nous. On parle entre autres des clauses, les assurances là versus les événements comme des inondations qu'on voit partout à travers le Québec actuellement, parfois couverts, pas toujours, mais on parle surtout de nos équipements de loisirs d'été, les VTT, les bateaux, les chalets. Alors la couverture d'assurance pour tout ça, là, il y a toujours des choses à vérifier comme ça au printemps. C'est une saison importante dans l'industrie, dans le monde de l'assurance. On en parle avec Guy Duchesne, la chronique en fin d'émission Côte-Nord Attitude vers 12h50. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais oui, quelques terrains sont inondés au lac d'Aigle, mais la situation est sous contrôle, précise le directeur de la MRC de Sept-Rivières, Alain Lapierre. La MRC a une équipe sur place. Les résidents du lac d'Aigle ne font pas partie de la ville de Sept-Îles, mais vivent sur un territoire géré par la municipalité régionale de Comté. Les autorités surveillent depuis vendredi la rivière qui se décharge dans le lac d'Aigle, qui lui atteint un niveau d'eau jamais vu. Actuellement, près de Sept-Îles, il
y a aussi sur la route 138, là, au kilomètre 1007, une équipe du ministère des Transports qui effectue une gestion de la circulation afin de ralentir la vitesse sur la route 138 due à l'inondation d'une voie. Du côté de Moisy, on nous a rapporté ce matin que les glaces ont quitté la rivière tôt ce matin. On nous indique que la crue printanière, l'eau est haute, bien sûr, c'est le printemps, mais c'est une crue qui semble normale. Ailleurs, le ministère des Transports surveille maintenant 16 sites à risque d'inondation sur la Côte-Nord. La majorité des sites sur les routes 138, 389 et 172 sont sous contrôle. La route 138 entre Béjouane-Bitz et Natashquan est toutefois fermée depuis hier. On remarque des débordements d'eau actuellement sur la chaussée à 4 endroits entre Béjouane-Bitz et Natashquan, mais le niveau a commencé à baisser. À l'île d'Anticosti, la route d'accès à la baie Sainte-Claire, sous la responsabilité du ministère des Transports, est également fermée pour inondation. Champion Iron a accueilli au lac Bloom une quinzaine d'étudiants du programme de technologie minérale du Cégep de Sept-Îles. Même si le processus d'exploitation du fer n'est pas encore démarré, les visiteurs ont apprécié découvrir le site et constater l'ampleur des installations. Pour la responsable du programme au Cégep, Mylène Richard, la visite représentait un excellent complément pédagogique. Les jeunes ont été en mesure de mieux comprendre le fonctionnement d'une mine à ciel ouvert. Ils en ont profité pour réaliser des échanges enrichissants avec le responsable en environnement de la future mine de fer. Champion promet d'embaucher une majorité de diplômés provenant de la Côte-Nord. La compagnie tente de compléter le financement pour le redémarrage de la mine du lac Bloom, acquise après que Cliff se soit placé sous la protection de la loi sur les faillites au Canada. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler aux alentours de 12h25 avec, entre autres, Alexandre Jean, qui est professeur pour le programme de technologie minérale au Cégep de Sept-Îles. Les élus de la ville de Sept-Îles lancent les premiers appels d'offres vers la construction d'un nouveau complexe sportif de 2 glaces pour remplacer l'aréna Conrad-Parent qui sera désuète en 2020. Le projet va se faire par étapes, a expliqué hier le maire Régent Porlier à la séance publique du conseil municipal en soirée. La ville de Sept-Îles prépare d'abord l'analyse technique du projet pour en évaluer les coûts. Elle accorde un contrat pour des plans d'architecte et un autre pour une étude géotechnique du site. La construction prévoit une seule glace pour une première étape avec l'opportunité d'ajouter une glace d'entraînement plus tard. La ville vise un projet entre 25 et 30 millions de dollars. Cette île tentera bien sûr d'obtenir des subventions des gouvernements de Québec et Ottawa pour partager la facture. L'Ordre du mérite Nord-Côtier va honorer une quinzaine de bénévoles le dimanche 4 juin à la salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles. Hélène Bourgeois, Luc Dion, Sandra Jonf et Gertin Lévesque de Sept-Îles, Marie-Bois Turcotte de Galix, de même que sœur Louisette Lagacé et sœur Madeleine Leblond de Clark-Cité, figurent parmi les personnalités à l'honneur pour leur engagement dans leur communauté. L'ancien directeur général du Cégep et président du Club de l'Âge d'Or de Sept-Îles, Octave Desraps, agira comme président d'honneur de la cérémonie d'investiture 2017 de l'Ordre du mérite Nord-Côtier. Et puis la Cour d'appel a refusé hier d'entendre la requête du maire de Baie-Trinité, Denis Lejeune, pour en appeler du verdict de culpabilité d'agression sexuelle. Denis Lejeune n'était plus représenté par un avocat et n'a pas respecté les procédures du tribunal pour sa demande d'appel. Il a été reconnu coupable en juillet 2015 d'attouchement contre Caroline Lamarre, qui était à l'époque secrétaire de la municipalité de Baie-Trinité. Ayant épuisé ses recours juridiques, Denis Lejeune pourrait être destitué comme maire. Il doit aussi verser 4 000 $ au Centre d'aide des victimes d'actes criminels, le CAVAC, et réaliser 120 heures de travaux communautaires. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On s'entretient avec la mairesse de Port-Cartier dans quelques instants à Côte-Nord Attitude. Attitude. Procurez-vous votre passeport Alouette pour la 24e édition du Vieux Quai en fête. En prévente jusqu'au 4 juin inclusivement. 3 soirs de spectacle pour 40 $ admission générale ou 35 $ pour les aînés et les étudiants. Disponible à la billetterie de la salle Jean-Marc Dion ou en ligne au www.spectacle-7-il.com. Vous pouvez aussi vous procurer des billets individuels par soir au coût de 20 $. Assistez entre autres au spectacle de Jonas, du Boogie Wonder Band, de King Melrose,
ça se danse et de la chicane. Ça fait du bien se voir. Pour tous les détails de la programmation, rendez-vous au www.vieuxquai-en-fête.com. La 24e édition du Vieux Quai en Fête, du 13 au 15 juillet, une présentation de l'Aluminerie Alouette. C'est le mois du RAM chez Olivier Chrysler à Sept-Îles. Obtenez 25% sur le prix de détail suggéré par le fabricant sur tous les RAM 1500 2017 en inventaire, ce qui représente des rabais totaux allant jusqu'à 18 000 $. Voyez le prix affiché sur le RAM 1500 à votre goût et on vous le réduit de 25%. Le choix est à son meilleur, faites vite. Le mois du RAM se termine le 31 mai chez Olivier Chrysler, 119 Monseigneur-Blanche à Sept-Îles. Moi, c'est Iris. Les yeux, les lunettes, oh, ça me fascine. Sûrement parce que je représente Iris, la plus grande bannière de professionnels de la vision au Canada. Et mon rôle est de répondre à toutes vos questions à propos de la vision. Comme Charles, qui a brisé ses lunettes en testant son nouvel unicycle. Ouch! Je lui ai dit qu'Iris offre une garantie inconditionnelle d'1 an sur les lunettes. Charles est peut-être casse-cou, mais ses lunettes seront toujours intactes. Plus de détails sur irisécoute.ca. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Ben, Valérie, tu sais que du côté de Port-Cartier, c'est toujours le 2e lundi de chaque mois qu'on a une réunion mensuelle, une séance ordinaire du conseil municipal. Ça s'est donc passé hier. On va en parler on a introduit le rapport financier de 2016 qui est positif. On va en parler avec la mairesse Violaine Doyle qui est avec nous par téléphone. Bonjour, Madame Doyle. Bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Ça se passe bien chez vous, hein? Il y a des inondations partout au Québec, sauf à Port-Cartier, présentement? Ben, on a eu notre part le 30 décembre. Hein? Ben oui, c'est ça. On n'a pas encore réglé ça, ça fait que on est bien content, on est malheureux pour ceux qui sont dans l'eau, là, mais on a eu ces événements-là avec lesquels il a fallu vivre en plein à la fin de l'année 2016. Mm-hmm. On a toujours un plan d'action, hein, un plan d'intervention quand il arrive quelque chose. Là, c'est un peu comme à Sept-Îles, c'est vraiment le personnel de la ville qui est mobilisé s'il arrive quelque chose, là, par exemple à Pentecôte. Absolument. On a un plan de mesures d'urgence, là, mais c'est vraiment les services d'incendie qui le décrètent. C'est le chef d'incendie qui, lui, décide s'il y a lieu de décréter les mesures d'urgence ou d'ouvrir un centre de coordination. Alors, ça n'a pas été le cas et tant mieux, là. Mm-hmm. Madame la mairesse, j'imagine que le vote présentement là du côté des employés d'ArcelorMittal, il y a une entente de principe. On a fait intervenir un ancien premier ministre. Ça a négocié de bonne foi. Ça doit être quand même réjouissant pour vous là, de voir qu'il y a une entente. Ça serait majeur là comme impact quand même une grève chez Arcelor, le plus gros employeur. C'est sûr qu'il y aurait eu un impact majeur et je dois vous dire qu'on pousse un soupir de soulagement autant pour les familles, pour les familles des employés, pour le monde commercial également, pour les entrepreneurs, pour les petits entrepreneurs également, pour les commerçants là qui vivent depuis juin 2007, là, je vous dirais, sur le qui-vive, parce que oui, il y a une négociation de convention collective, mais avant cela, il y a plusieurs mois, là, puis je vous dirais, cette fois-ci, c'est presque une année où les gens font des réserves, sont très prudents, sont aussi très inquiets de ce qui va se passer. Alors pour nous, là, c'est une excellente nouvelle. On est vraiment très contents. On a hâte que ce soit confirmé par le vote des syndiqués, mais c'est toujours une excellente nouvelle quand on dit qu'il y a un accord de principe et c'est très rare que c'est rejeté. Oui. Et une des priorités économiques maintenant, c'est de sauver les emplois d'Arbec. J'imagine, je voyais les communiqués, Madame Doyle, de l'Union des municipalités du Québec. Il y a même eu une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau. Vous faites partie justement du comité de l'UMQ là, concernant la forêt. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va les sauver, nos emplois à Port-Cartier dans la foresterie? C'est inévitable, il faut les sauver, c'est clair. De quelle manière ça va se faire, ça c'est moins évident. Là. Mais les maires qui ont rencontré M. Trudeau sont ceux qui vont se rendre les 14 et 15 mai à Washington pour rencontrer dans le fond, pour bâtir des appuis du côté des Américains, donc les constructeurs de maisons, les compagnies qui vendent le bois d'œuvre et évidemment aussi les consommateurs, les acheteurs de maisons,
les futurs acheteurs de maisons américains qui vont être pénalisés là, par cette taxe-là parce que ça va faire monter évidemment le prix du bois d'œuvre. Donc c'est ça la démarche et c'est ce que M. Trudeau, c'est sur quoi M. Trudeau a aligné, si on veut, la démarche des maires. Et il s'est montré aussi assez connaissant, et ça, c'est un peu une surprise, connaissant du dossier du bois d'œuvre. Donc, il a été très sympathique également à la position des communautés, là, des 220 communautés au Québec qui vivent essentiellement de l'exploitation de la forêt. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était inévitable. Il faut sauver l'exploitation forestière chez nous. À Port-Cartier, ça représente simplement pour l'usine de sciage environ 150 à 160 emplois. C'est majeur. Et évidemment, il y a l'usine de biocarburant là, qui est aussi liée à la récolte forestière. Donc, on sait que ça va bien. Là, l'usine de biocarburant, la construction suit son cours. On sait aussi qu'il y a eu l'engagement de la directrice de ce site-là qui a commencé à travailler hier. En fait, son entrée en fonction était le 8 mai. Alors, tout ça, c'est des bons signes. On sait aussi que la forêt innovante, donc la forêt qui transforme, qui utilise la biomasse pour faire autre chose, c'est la forêt qui va passer au travers cette crise-là. Alors, pour nous, que Arbec a choisi d'aller vers le biocarburant et la transformation possible par des granules, par exemple, c'est de bonnes nouvelles. J'attends toujours un contact plus direct avec M. Paré, qui est le président là, de Remabec, mais actuellement, ce qu'on sait, c'est que la taxe qui est applicable ici est une taxe de 20 %, que l'industriel s'attendait à cette taxe-là. Maintenant, on sait aussi que le gouvernement du Québec est présent, qu'ils vont allonger des garanties de prêt là, de l'ordre jusqu'à 310 millions, et le premier ministre dit à l'UMQ que ça pourrait être 310 millions et plus si c'était nécessaire. Bon, puis Arbec, ils sont dynamiques là pour aller chercher les opportunités dans le secteur. Parce que pendant que vous me parliez, j'ai vu passer 4 camions de bois. Là, probablement que ça arrive du chantier Romaine puis que ça s'en va chez vous à Port-Cartier. Ça vient de passer sur le boulevard L'Or à Sept-Îles. Madame Doyle, les assises de l'Union des municipalités du Québec, il y a quand même pas mal de dossiers qui concernent les régions, importants pour la Côte-Nord, entre autres les tarifs aériens. Je voyais un communiqué aussi sur les femmes et la gouvernance locale. On est dans une année d'élection au Québec. Ça a été intéressant, c'est même pertinent, important d'être là quand on est on dirige une petite ville comme Port-Cartier. Absolument. Je pense que la présence à ces assises-là, c'est très important. Les contacts qu'on fait également avec des collègues d'autres régions de villes de centralité, parce que Port-Cartier est une ville de centralité. Alors, ça nous permet de comparer nos défis et de voir également de partager les solutions que certaines villes ont mis en place et qui pourraient être transférables à Port-Cartier. Entre autres, j'ai assisté à un atelier où on parlait de développer une image de marque. Port-Cartier est à cette étape-là, là, de développer son image de marque pour qu'on sache, quand on parle de Port-Cartier, de qui on parle, de quelle localité on parle et qu'est-ce qu'on peut offrir à la fois aux gens qui veulent s'installer chez nous et aux touristes qui veulent venir nous visiter. Donc, ça a été très, très positif. On a appris également que M. Jérôme Landry serait le responsable du comité stratégie maritime, là, qui auparavant était dirigé par M. Éric Forêt, qui est devenu sénateur entre-temps. Alors, c'est un comité qui avait pris, je vous dirais, peut-être un peu de retard, là, compte tenu du départ de M. Forêt. Et la bonne nouvelle, c'est que M. Jérôme Landry va reprendre ce dossier-là et, disons, inviter les maires à participer à des rencontres là, pour voir de quelle façon la stratégie maritime peut nous aider à développer nos communautés. Oui. Séance ordinaire du Conseil hier soir à Port-Cartier, dépôt par la trésorière du rapport financier pour 2016, là, le budget 2016. On a un beau surplus quand même, 729 000 $, une situation stable, une dette en baisse. On est bien, on a un bon bilan à présenter aux électeurs quand même.
En fait, on a un bon bilan. Là, depuis 4 ans, on est vraiment contents. Bientôt, on va distribuer à toute la ville justement un tableau qui va permettre de voir de quelle façon notre situation a évolué de 2013, donc à notre entrée en fonction jusqu'à 2005. Alors, ça va permettre aux gens de voir comment ça a évolué. Évidemment, on est très satisfait. On a un budget excédentaire, un budget de fonctionnement excédentaire. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. On a également un excédent de fonctionnement non affecté, on va dire un bas de ligne, on va l'appeler comme ça, là, qui est autour de 2 700 000 et on va faire un déplacement là, de fonds. Donc, on devrait arriver à quelque chose de plus près de 3 millions en excédent non affecté, en plus d'excédent qui est affecté, par exemple, à certains projets comme le quai municipal et comme d'autres projets. Un beau 3 millions, c'est pas tentant de l'utiliser avant les élections de 2017, non? Moi, je joue pas sur cette patinoire-là et je vous dirais que le Conseil en général non plus. On a pris les meilleures décisions en 2017 pour notre budget en tenant compte de notre situation, des projets qu'on voulait réaliser et c'est comme ça qu'on l'a fait, comme si on avait été au début de 2014. Je vous le confirme. Bon, ben c'est une bonne gestion. Il y a des travaux qui s'en viennent. Hein? Je voyais des résolutions hier là, concernant tout le dossier de Pentecôte. Ça va être en chantier cet été, hein? L'aqueduc égout. En fait, non. On est rendu dans le dossier de l'eau potable Pentecôte. On est rendu à l'étape de donner un mandat pour des études préliminaires parce que le MAMO a exigé qu'on fasse de nouveau cette étape-là. Donc, on est à l'étape d'études préliminaires. Donc, on est à l'étape d'honoraires professionnels là, pour des firmes d'ingénieurs. Ce qu'on vous avait vu hier, c'est un règlement qui annule un règlement d'emprunt qui avait été fait précédemment sur un projet qui a été abandonné dans le secteur de Rivière-Pentecôte, qui était la recherche d'eau souterraine et la connexion également de cette eau-là au réseau d'aqueduc existant. Alors tout ça, ça a beaucoup évolué depuis le temps où le règlement d'emprunt a été demandé. Donc, il fallait l'annuler pour en faire un nouveau qui va correspondre exactement à ce qu'on va faire comme travaux, c'est-à-dire traiter de l'eau de surface, établir également un nouveau réseau d'aqueduc parce que l'autre est complètement désuet et également traiter les eaux usées pour 11 résidences là, qui rejettent leurs eaux usées directement dans la rivière. Bon, il y a toutes sortes d'étapes. Là, c'était l'étape des avis de motion. Ça fait que ça va être encore long. Là. Dans le fond, ce dossier-là, on en a pour 2 ans, si je comprends bien. Là. Ce dossier-là, c'est pas réglé, puis c'est vraiment avec tristesse que je vous dis ça, là, parce que on aurait vraiment voulu aller plus vite, en fait. Ah oui, puis en fait, quand on a manqué notre chance dans cette deux, je vous dirais que ça a été un gros coup. Là, on pensait vraiment être capable de réaliser ce projet-là plus rapidement, mais comme on n'a pas été retenu dans le cadre de FEP 2, on doit reprendre la mesure régulière, là, qui sont les projets Primo et PIQM. Donc, ça nous oblige à faire beaucoup plus d'études et beaucoup plus d'étapes que si on avait été accepté dans FEP 2. Là. Il y a quand même quelques travaux municipaux qui se poursuivent ou qui s'en viennent du côté de Port-Cartier. Hier, on a voté un montant, près de 600 000 là, pour une passerelle sur la rivière Dominique. Non, ça, c'est la ville, quoi? Non, c'est toujours dans le même cadre. Ce sont des règlements d'emprunt qui ont été annulés. OK, alors, ça aussi, ça a été annulé. Bon. Ça a été annulé. Donc, vous avez des amis de motion que vous avez en main, là. C'est des règlements d'emprunt qui ont été annulés, c'est de projets qui ont été abandonnés. Alors, pour que notre situation au MAMO reflète vraiment ce qu'on veut faire, il fallait annuler ces règlements d'emprunt-là. On a fait une job de ménage hier. C'est très clair, c'est ça. C'est vraiment un grand ménage du printemps là, qui a été abordé et on devrait régler ça en juin pour terminer là, ces étapes-là d'annuler ces règlements-là. Concrètement, ce qu'on fait comme travaux, on finit l'ancienne salle de quai, le CPA, est-ce qu'on a trouvé les fonds qui manquaient pour le CPA, les aménagements?
Oui, absolument. Ça a été voté en affaires. Ça a été voté justement en séance ordinaire. Là, on a rajouté un montant de 220 000 $ à la demande du CPE. Et de son côté, le CPE a accepté d'allonger le bail. Le CPE et le ministère de la Famille d'allonger le bail à 25 ans et d'ajouter également une somme supplémentaire de 10 000 $ par année pour couvrir ces montants supplémentaires-là. Alors, on a accepté de le faire. Bon, et tout ça, ça devrait être inauguré pour la rentrée, hein? C'est ça qu'on veut dire. J'espère bien parce que sinon on va manquer la fenêtre d'opportunité, là. Donc, on sait que la rentrée pour les CPE correspond pas mal à la rentrée scolaire. Alors, on voudrait faire leur permettre d'accéder à leurs locaux comme peut-être 15 juillet et puis avoir une inauguration ou une entrée à partir du mois d'août. Là, c'est ça idéalement le calendrier. Bon. Puis il y a plein de beaux événements aussi qui s'organisent pour l'été. Je voyais à l'ordre du jour hier là qu'on se prépare pour le 25e du demi-marathon Rosaire-Roi. Il y a bien sûr le triathlon qui s'en vient, la feria, tout ça, c'est en planification. Hein? On est un petit peu en mode touriste là dans votre planification, j'imagine, à la ville. Oui, on est en mode tourisme, mais on est en mode aussi de fêter avec les citoyens qui y habitent et de vraiment mobiliser notre monde vers des bonnes habitudes de vie, des saines habitudes de vie, allant des tout petits aux gens plus âgés. Donc oui, il y a le demi-marathon, il y a le triathlon le 17 juin et la feria également où on va fêter avec notre gens, avec notre monde, inviter d'abord les citoyens, mais éviter également les visiteurs à participer avec nous et à profiter de ce que la ville va mettre en place. Madame Yolanda, mairesse de Port-Cartier, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous à la radio ce midi. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Aluminerie Alouette présente. Tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23, Aluminerie Alouette offre un temps d'antenne aux organismes qu'elle soutient par le biais d'entrevues consacrées à la promotion de leurs activités. Que ce soit au niveau communautaire, environnemental, culturel ou sportif, tous les lundis, mercredis et vendredis à 11h23. Aluminerie Alouette, engagée dans son milieu, présente. Le 9 mai, les maisons modulaires Goscobec seront à Sept-Îles. Vous avez un projet de mini-maison, de maison ou de multilogement, de campement ou même d'hébergement avec plus de 40 ans de savoir-faire en construction modulaire, Goscobec a les solutions de construction pour votre projet. Ne manquez pas la soirée d'information Goscobec à l'hôtel Sept-Îles mardi le 9 mai de 19h à 22h. Venez découvrir Goscobec, la technologie, les processus, les plans et les services pour vous accompagner dans votre projet. Goscobec, la destination numéro 1 en construction modulaire. On vous attend. Promotion sur place. Détails au goscobec.com. Bonjour, je me nomme Paul Bouffard de Pascal Automobile. Une des raisons pour laquelle on utilise les deux stations d'attraction radio, c'est la rapidité à laquelle on peut mettre un message en ondes. On appelle le matin et l'après-midi, on est en ondes. L'autre chose, c'est que, étant donné qu'avec les deux stations, on couvre une grande variété d'âges, ça rejoint pas mal l'ensemble de notre clientèle, puis qui, elle, est éparpillée un peu partout sur le territoire de la Côte-Nord. Et c'est avec ça qu'on va les rejoindre, on pense, le plus rapidement possible puis le plus efficacement possible. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'Attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Quelle belle opportunité, Valérie, pour des étudiants qui sont dans un programme de minéral, là, que leur avenir, c'est probablement de travailler dans une mine, d'en visiter une qui va réouvrir, on l'espère, en tout cas, bientôt. Oui, tout à fait. C'est des étudiants en technique, en technologie minérale du Cégep de Sept-Îles qui ont eu la chance d'aller sur le terrain avec Champion Iron qui les a invités au Lac Bloom pour venir visiter leurs installations. Pour en jaser ce midi, on reçoit Alexandre Jean qui est professeur en technologie minérale au Cégep de Sept-Îles. Bon midi. Bon midi. Et on a également une étudiante qui est allée visiter ces fameuses installations-là. Elle s'appelle Aurélie Pandozzi. Bon midi, Aurélie. Bonjour. Comment ça s'est passé, l'invitation? Parce que c'est Champion Iron qui vous a invité à aller visiter leurs installations, hein? Oui, exactement. Donc, c'est Minerais de Fer Québec, le nom qu'ils veulent qu'on utilise. OK. Donc, le président David Catafort a décidé de payer l'avion Nolisée pour qu'on puisse se rendre directement à Fermont, d'où on a pris un petit autobus, puis on est allé jusqu'à la mine. On a pu visiter à la fois la fosse
elle-même ainsi que l'usine de traitement du minerai. Et là, j'imagine que quand une opportunité comme ça arrive, on dit pas non. Hein. On arrange l'horaire en conséquence. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir visiter une mine comme celle-là, qui est d'ailleurs pas en opération, donc on a pu voir un peu plus loin, peut-être que ce qu'on n'aurait pas pu voir si la mine était en opération. Ouais, voilà. Tout à fait. Ouais, c'est ça, parce que faut bien le dire, là, vous avez pu voir justement toutes les installations, vous avez découvert le site. Pour un étudiant, je pense on va s'adresser à Aurélie. Moi, je sais là, que quand j'étais étudiante, là, puis j'avais l'occasion d'aller visiter des radios, j'étais folle comme un balai. On s'entend que c'est quelque chose de vraiment le fun de pouvoir aller justement sur le terrain. Hein. Pour vous, qu'est-ce que ça fait? Oui, c'était vraiment très intéressant. Puis c'est vrai que c'était assez excitant parce que il y a beaucoup d'étudiants qui sont aussi, on n'est pas trop décidés, soit en minéralurgie, soit en exploitation. Puis là, on a pu voir un peu de tout, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en opération de tout le traitement et tout ça. Donc c'était vraiment très intéressant. Puis le monsieur, il répondait franchement à nos questions, il était vraiment intéressé et tout. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a allumé le plus dans ce voyage-là? Forcément, c'est la partie usine parce que je suis en minéralurgie. C'est ça que j'ai le plus aimé. Puis le broyeur, puis de voir autant de spirales parce que il le concentre avec les spirales et c'est la première fois que j'en voyais autant et ça aurait été bien aussi qu'elles soient en activité. Oui, on va espérer, on va se croiser les doigts que ça revienne en activité. Pour un programme comme technologie minérale, Alexandre, est-ce que d'aller sur le terrain, c'est peut-être encore plus important que pour peut-être d'autres quoi qu'une technique, là, c'est toujours important d'aller sur le terrain, mais tu sais, pour des mines, des choses comme ça, c'est le fun d'aller sur place. Hein? C'est essentiel. Autant en exploitation, donc on va voir une mine souterraine par exemple. On n'a pas de mine souterraine sur la Côte-Nord. Mm-hmm. Donc lorsqu'on a fait un voyage l'an passé, on est allé jusqu'en Abitibi-Témiscamingue, on a pu aller jusqu'à au moins 1000 mètres de profond. Alors, ça met en contexte l'étudiant qui sort de la classe et s'en va vraiment voir les opérations d'une minière. Pour l'usine aussi, ça change beaucoup. Nous, notre usine, notre laboratoire au Cégep, on fait fonctionner un appareil à la fois. Lorsqu'on voit une usine qui est en fonctionnement où tous les appareils sont reliés, encore une fois, ça met en contexte et c'est essentiel pour l'apprentissage. Là, on apprend que on a encore dit notre désir d'embaucher des gens de la Côte-Nord. Vous, en tant qu'étudiant qui allez visiter ça, ça donne un bel espoir de se dire, peut-être bien, je vais avoir une job, peut-être pas en sortant, mais dans l'avenir. Oui, c'est vrai que ça donne de l'espoir, étant donné que pour l'instant, le marché du travail, c'est pas trop stable pour les usines, en tout cas. Et le fait qu'ils nous disent ça nous motive un peu plus et encore plus pour pouvoir terminer puis justement avoir un job dans notre technique, quoi. Uh-huh. Faut y croire, Alexandre, la majorité de ces 15 jeunes-là pourraient trouver emploi vraiment concrètement là à la mine du lac Bloom, hein? Si je me fie à l'an passé, tous nos finissants travaillent dans le monde minier. Et le lac Bloom, avec les améliorations qu'ils vont faire dans l'usine, va clairement être un projet qui, selon moi, va être très rentable. Ils ont amélioré grandement la récupération des particules qui sont très fines, contrairement à l'opération qu'effectuait Cliff. Alors, selon moi, il va avoir un potentiel d'embauche assez conséquent. Vous leur avez fait un beau cadeau à ces jeunes-là, je trouve. Valérie donnait l'exemple d'aller visiter des radios. Ouais. C'était facile quand t'étais à Alma ou t'étudiais à Jonquière. Les radios sont à côté, mais là, il fallait les amener dans le Grand Nord. Là. Ouais, on peut pas prendre l'autobus pour aller au lac Bloom, hein? Peut-être, oui, mais c'est long. Hey. Par autobus, oui, ça se ferait peut-être par la 389. Ouais, mais... Il a fallu quand même l'organiser, le voyage. Où Champion vous a invité, toutes dépenses payées, quoi. C'est ça qu'ils ont fait vraiment. L'avion analysé était payé par Minerai de Fer Québec. Et c'est monsieur Luc Desjardins, un ingénieur chimiste, qui nous a fait faire la visite. Donc, merci beaucoup à lui et à David Catafort. Vous avez pu poser toutes vos questions là-bas, il n'y avait pas de problème? Non, on a vraiment posé toutes nos questions, puis les répéter parfois parce que on n'avait pas compris certaines choses. Et c'était vraiment avec plaisir qu'ils nous répondaient. Ouais. Le programme de technologie minérale au Cégep de Sept-Îles, ça va bien? Vous avez toujours un bon roulement d'étudiants? Ça va bien. Donc, l'an prochain, on va ouvrir une nouvelle voie de sortie. Pour l'instant, tous nos étudiants finissants étudient en traitement du minerai. Donc, c'est-à-dire comment est-ce qu'on concentre le minerai une fois qu'il est extrait de la fosse ou de la mine. L'an prochain, on va avoir des finissants qui vont être en exploitation. Donc, comment est-ce qu'on gère
l'exploitation même de la fosse. Donc, je dirais que ça va bien, oui. Donc, je voyais même que, bon, vous disiez les étudiants, même les diplômés dans le communiqué qui vont pouvoir se spécialiser dans d'autres choses. Ça arrive, c'est un diplômé qui se dit, moi, je vais aller dans cette branche-là aussi pour me donner plus d'outils, peut-être. Je vais laisser la parole à Aurélie. Je pense que tu voulais faire les deux. Oui, j'aime beaucoup la minéralurgie et puis au fur et à mesure, parce qu'on a quand même 2 ans de tronc commun, je me suis rendu compte que j'aimais aussi l'exploitation. Et quand on m'a dit que la voie d'exploitation allait pouvoir s'ouvrir, je me suis dit que j'allais me spécialiser en minéralurgie, puis pourquoi pas avoir un deuxième deck et puis me spécialiser aussi en exploitation parce que ça me plaît aussi. Alors, autant en profiter. On m'a titillé dans le communiqué, là, Caroline Michaud, qui est aux communications, a marqué qu'il y avait eu un petit débat sur l'environnement sur place, quoi. On a pu discuter des pratiques environnementales de la compagnie. Comment ça s'est passé, ça? Peut-être que débat n'est pas vraiment le bon terme, mais une discussion, clairement. Discussion sur donc, on a parlé au chef de l'environnement, qui nous a montré toutes les infrastructures pour gérer l'environnement au lac Bloom. Il faut comprendre qu'ils sont dans une situation très particulière. Ils sont coincés entre la frontière du Labrador et les terrains de ArcelorMittal sont vraiment pris entre les deux. Mais malgré ces difficultés-là et malgré le grand nombre de lacs présents sur leur terrain, ils arrivent à bien gérer toutes les eaux qui sont donc les effluents de la mine qu'on appelle toutes les l'eau qui sort de la mine ou qui sort de l'usine, de manière à ce que ça contamine pas l'écosystème environnemental. Parce que les étudiants, ça fait partie du programme. Absolument. Est-ce qu'en 2017, là, il y a une plus grande préoccupation de la part des étudiants pour ce qui est environnemental dans ce domaine-là? Je dirais depuis le début de notre programme, on a toujours été quand même très préoccupés par tout ce qui touche à l'environnement. On a des cours depuis le début dessus qui nous préviennent de comment il faut agir, de quelle mesure serait mieux qu'une autre. Et en 3e année, il y a vraiment un cours dessus qui se spécialise et je pense que il n'y a pas une année plus forte que d'autres. Il y a 2 cours, il y a traitement des rejets et environnement minier. Ah oui. Quand même, on court. Et d'après ce que je peux comprendre de la réponse d'Alexandre, c'est pas toujours en conflit non plus, là, l'économie, les emplois, l'industrie minière et l'environnement. Il y a des bonnes pratiques quand même dans ces mines-là, hein? On essaie d'enseigner le monde minier par 3 aspects. Environnement, économie, société. En 2017, si on veut opérer une mine, on n'a pas le choix de tenir compte de ces 3 aspects-là. C'est certain. Et les entreprises le savent de plus en plus et agissent en conséquence. Effectivement. Puis regarde, la relève s'en vient, puis elle va être bien outillée avec l'environnement pour aller encore de mieux en mieux. Alexandre Jean, qui est professeur au Cégep de Sept-Îles, merci beaucoup. Puis Aurélie Pandozzi également, étudiante. Merci d'être venue nous parler de ce beau voyage-là que vous avez fait le 20 avril dernier. Merci beaucoup. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. La ville de Sept-Îles est présentement à la recherche d'un contremaître à la voirie, dont le rôle est de coordonner les différentes opérations d'entretien et de réparation de la voie publique. Si vous détenez une formation en génie civil, de l'expérience en gestion ou toute autre combinaison de formation et d'expérience pertinente, et si vous recherchez un milieu de travail stimulant, offrant des conditions concurrentielles, alors vous êtes peut-être la personne que l'on cherche. Pour plus d'informations ou pour postuler en ligne, rendez-vous au www.ville.7-il.qc.ca/emploi et ce, avant le 19 mai. La saison du homard est de retour chez IGA, la destination idéale pour vos parties de homard. Ici, le homard est frais et on peut même le cuire, le fendre et le craquer pour vous. IGA, le plaisir de vous faire plaisir. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Et on l'interpelle surtout comme citoyen de Ouachat-Maliotenam, Jean-Claude Terrien-Pinette, et le cousin de Catherine, qui est cette mère de famille qui a perdu la vie là, dans le tragique accident samedi dernier. Monsieur Terrien-Pinette, je sais que c'est pas évident là parler dans un moment de deuil comme ça, là, mais on voulait un peu lui rendre hommage à votre cousine. Bonjour d'abord. Quoi. C'est un moment difficile, hein. Je pense la famille, toute la communauté et nous de Ouachat-Maliotenam est un peu en deuil depuis samedi, hein? Je vous dirais que oui, c'est un choc pour la famille directement impactée, mais l'ensemble de la communauté. Puis je vous dirais aussi que la communauté de Natashquan aussi est impactée. Puis on ressent en tout cas via les messages de sympathie et puis la mobilisation de la communauté puis des autres communautés aussi que cet événement-là, cette tragédie-là affecte pas seulement la famille, mais
c'est une tragédie communautaire. Du côté du conseil de bande, là, je voyais quand même qu'on fait tout ce qu'on peut pour soutenir les familles endeuillées. Il y a les services sociaux qui sont là. On a vécu toutes sortes de problèmes sociaux quand même dans les dernières années. On est en mesure de soutenir nos gens du côté du conseil de bande. On fait tout ce qu'on peut, hein? Ben écoutez, le maximum est fait. Je pense qu'en situation de difficulté, je pense que c'est le meilleur de nous-mêmes qui ressort avec les valeurs essentielles là, humaines là, qui sont nécessaires dans ce genre de situation-là, que ce soit l'entraide, le partage, la compassion. Donc actuellement, les gens se mobilisent à soutenir la famille, puis je pense que la famille tient à remercier là, tout le monde qui contribue. Je pense qu'à ce moment-ci, il sera difficile de faire une liste là, pour remercier directement, mais la famille est très touchée, puis c'est sûr et certain que dans les circonstances, ça facilite le processus de deuil. Puis comme vous le savez, là, la famille va accueillir parents, amis et gens de la communauté à partir de ce soir à l'église Notre-Dame-du-Cap de Maliotenam. Donc ma cousine Catherine et ses 2 enfants seront exposés là 24 heures sur 24 à l'église de Maliotenam. C'est une bonne façon d'aller les contacter directement pour les gens qui les connaissent. Je sais qu'on a apprécié, entre autres, le travail d'un pilote qui est allé, s'est rendu au Labrador. C'était vraiment des très mauvaises conditions depuis samedi. C'est les petits gestes comme ça qui sont toujours appréciés de l'entourage. Effectivement. Écoutez, Jean-Yves Lacasse, on l'a contacté samedi en soirée pour rapatrier mon oncle Maurice et mon cousin David là, pour les sortir du bois, pour reprendre une expression, puis les ramener ici en sécurité auprès de la communauté et auprès de leur famille pour être proche de tous ces événements-là. C'est une mère exemplaire, Catherine. Elle a d'autres enfants aussi, là, pour toute la famille. La planification de l'avenir, c'est pas évident, hein? Je vous dirais qu'à ce moment-ci, la priorité, là, c'est de rassembler tous les gens, là, qui sont un peu partout, là, sur le territoire. La famille Pinette, c'est une grande famille. Il y a des gens au Labrador, il y a des gens à Shefferville, il y avait des gens à Québec. Il y avait l'exercice là, au cours des dernières journées, les 2 dernières journées, ça a été de rapatrier tous les gens concernés par cette tragédie-là pour être capable d'être ensemble puis d'entreprendre le processus de guérison puis de deuil ensemble. Puis là, actuellement, on s'apprête à accueillir membres et amis pour un dernier hommage à Catherine et ses 2 enfants. J'ai toujours constaté que, en fait, on voit peut-être plus de gens là dans la communauté Innu qui sont encore croyants, pratiquants. Je pense que les croyances religieuses, c'est d'autant plus important dans une période comme celle-là, hein? Ben écoutez, c'est des valeurs fondamentales. Je veux dire, la relation avec le Créateur, c'est quelque chose qui est très important. On n'est pas seul. Il y a un monde qu'on ne voit pas qui existe. Et par la prière, on réussit à sublimer beaucoup de choses puis à amener un peu de paix dans nos cœurs. C'est la 2e personne. Je pense qu'il y a ta tante Blandine aussi. On se souvient, l'accident d'hélicoptère près de la rivière Moisy l'an dernier. C'est des tragédies. Quand c'est accidentel comme ça, on a de la difficulté à comprendre de comment ça a pu se passer, d'où ça vient. Dans le cas de Catherine, là, on comprend très très bien là, que c'est probablement le mauvais temps qui est responsable de tout ça. Écoutez, ce que je peux faire comme commentaire, parce qu'on en a discuté avec la famille, c'est que actuellement, le destin a voulu que cet accident-là fasse en sorte que 2 familles soient touchées. Puis il n'y a pas d'animosité ou de colère quelconque là, qui sont exprimées. Même la famille, par voie de communiqué, transmet ses sincères sympathies à l'autre famille qui est touchée aussi par la tragédie. La famille à Monsieur Jérémy, qui est décédé aussi dans le cadre de l'accident. Donc je pense que on fait avec, puis ça fait partie de la vie, même si on considère des fois que c'est injuste.
ce qui nous arrive. Mais c'est ça. Moi, mon oncle, quand on a eu la rencontre familiale, c'est que malgré tout, on va passer au travers. Puis je pense que le message est important. Qu'on retient, c'est que malgré l'adversité, notre résilience va faire en sorte qu'on va passer au travers. Et je pense que vous le sentez aussi, là, la cohabitation. Quand on est en deuil, les gens, il y a plus de blanc, il y a plus d'inous, là. On est tous ensemble, et puis on vous souhaite vraiment le bon courage pour traverser. Nos sincères sympathies également de la part de toute la communauté blanche. J'imagine qu'on le sent, hein, que le soutien mutuel, là, il y a plus d'inous, puis il y a plus de blanc, là, dans un contexte comme ça. Ben écoutez, c'est comme je vous mentionnais plus tôt dans l'entrevue, je pense que c'est le meilleur de l'être humain qui doit ressortir dans le cadre de ces événements-là. La communauté ou les tensions, tout ça, c'est pas ça qui est important. Je pense que la famille ressent beaucoup d'amour, d'entraide, de compassion. Puis indépendamment de l'allégeance ou de la couleur, comme tu le mentionnes là, dans ta question, on ressent là, cette élan de solidarité-là, puis même à l'extérieur aussi. La famille a reçu des mots de sympathie d'un peu partout là, au Québec, dans les circonstances. Puis je pense que la famille est très reconnaissante là, de ce soutien-là. On pense psychologiquement, c'est un bon mot au cœur, en tout cas, qui nous permet à tout le moins de passer au travers de ces journées-là. Puis il en reste encore parce que, comme on a annoncé là, publiquement, les funérailles vont avoir lieu ce jeudi à 14h à l'église de Marie-Notre-Dame. Eh bien, Jean-Claude Therrien-Pinette, un gros merci d'agir comme ça, là, dans un moment difficile comme porte-parole de la famille. On vous souhaite bon courage, nos sincères sympathies. Merci beaucoup pour l'entrevue radio. Je vous remercie, puis encore un grand merci à l'ensemble de la communauté, au conseil de bande et à tous les partenaires qui ont permis de soutenir ma famille pour passer au travers. Merci beaucoup. Attitude. Attends, chérie. Wow! As-tu vu la nouvelle porte de garage des voisins? Ça, c'est un style moderne. As-tu vu? Elle est identique à leur porte d'entrée. Style épuré, contemporain. C'est certainement le modèle Vogue de Garaga. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord Cristal 968 87 96 968 8796. Une maman, c'est irremplaçable. C'est pourquoi au 94.1 Pure FM, on vous donne la chance de gâter la vôtre à l'occasion de la fête des mères. Inscrivez votre maman en message privé sur notre page Facebook avec ses coordonnées bien sûr, mais en nous disant aussi pourquoi votre maman, c'est la meilleure du monde entier. Elle pourrait remporter plein de beaux prix. Un certificat cadeau de 150 $ pour aller souper au pasta en famille, une nuitée au Château Arnaud, une paire de verres solaires de chez Iris, des bijoux du Musée régional de la Côte-Nord et un bouquet de fleurs de chez Raymond Fleuriste. Chaque matin du 8 au 12 mai dans Y a des matins, une maman sera pigée au sort et deviendra finaliste et remportera une fleur gracieuseté de Raymond Fleuriste. Et à la fin de la semaine, vendredi, toujours dans Y a des matins, une maman remportera le grand prix parmi les finalistes. Bonne chance! Top 10 Anglo, Top 10 Franco. Samedi et dimanche, Valérie et moi-même, David, on vous attend pour vous présenter les 10 meilleures chansons de la semaine à Pure FM. Je vous attends les samedis dès 16h avec les meilleures chansons anglophones, mais aussi une nouveauté, un souvenir, une projection et les potins sur vos artistes internationaux préférés. Et le dimanche, c'est moi qui prends les commandes avec les 10 meilleures chansons francophones de la semaine. Pour entendre la musique de l'heure, ne manquez pas le Top 10 Anglo le samedi dès 16h et le Top 10 Franco le dimanche à 16h. Pure FM 94.1. La chronique d'assurance vous est présentée par Accès Conseil Mainguy Gagnon Rochette, votre cabinet de services financiers et courtier en assurance de dommages par excellence à Sept-Îles, au 493C Avenue Brochu, 88 962 6916. On va parler de sujets d'actualité printanière à notre chronique assurance aujourd'hui avec l'expert Guy Duchesne. Bonjour Guy. Allô Jean. Ce qui est d'actualité, c'est les inondations. Hein? On en parle tellement partout au Québec. Ça pourrait arriver, des phénomènes comme ça. On l'a vécu un peu le 30 décembre, là, même si c'était différent. J'entendais justement des experts parler beaucoup des couvertures d'assurance, les Act of God. C'est pas toujours très très clair. Hein? Ça peut varier même d'une couverture à l'autre. Ben, effectivement, les inondations, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont couverts pour ça. C'est un produit qui n'était pas disponible. C'est une protection qui n'était pas disponible jusqu'à tout récemment. On peut maintenant avoir dans certains secteurs, selon les cartes là, répertoriées par les assureurs puis par les actuaires, les spécialistes en environnement,
l'environnement. Il y a une cartographie qui a été faite du Québec et maintenant la protection inondation est disponible dans certains secteurs, mais encore là, des secteurs où les inondations sont récurrentes d'une année à l'autre, même si c'est pas comme l'ampleur de cette année, malheureusement, c'est des protections qui sont la plupart du temps pas disponibles. Oui, les Act of God en général, quand c'est la nature qui vient dévisager ou amène de l'eau dans nos sous-sols, c'est toujours problématique, quoi, avec les assurances? Pas nécessairement. L'expression Act of God, là, c'est une expression qu'on... C'est désuet maintenant. Les gens oui, parce que les gens la comprennent mal. Donc, effectivement, l'inondation est un risque qui est pas facilement couvert. Ça se couvre en assurance d'entreprise, en résidentiel, comme je l'ai dit, c'est difficile. Par contre, un tremblement de terre, c'est un Act of God et ça se couvre facilement. Une tempête de vent, c'est un Act of God et c'est couvert de base dans un contrat d'assurance. Donc, il y a plusieurs Act of God qui sont couverts dans les contrats d'assurance. Malheureusement, l'inondation en est un qui est plus difficile. Et la meilleure façon d'avoir l'information, c'est toujours de contacter direct nos agents d'assurance, entre autres chez Accès Conseil ici à Sept-Îles. Guy, on va parler aussi, ça s'en vient là, ce matin, on me disait que les glaces quittaient la rivière Moisy. Il y a beaucoup de gens qui planifient leur premier voyage au chalet. Les VTT également, c'est des activités printanières là. Peut-être avant de sortir justement nos véhicules saisonniers, s'assurer qu'ils sont bien couverts, hein, bien assurés. Effectivement, je voulais apporter ce point-là et plusieurs VTT, plusieurs protections d'assurance sur les VTT ont une exclusion pour le risque maritime. Donc, on ne veut pas couvrir lorsque le VTT ou plus souvent les véhicules de type Argo qui sont un peu amphibies. Donc, ces véhicules-là qui sont sur l'eau souvent n'ont pas la protection pour le risque maritime. Donc, s'il cale suite à un bris mécanique ou quoi que ce soit, il pourrait être exclu. Donc, c'est important de s'assurer si pour se rendre à notre chalet, notre camp de pêche, on a traversé des rivières, on a traversé des cours d'eau, s'assurer que cette exclusion-là n'est pas sur notre contrat d'assurance ou de la faire enlever si c'est possible. Par contre, Jean, si on met le véhicule sur une barge, sur un bateau pour traverser un cours d'eau, à ce moment-là, normalement, l'exclusion ne s'appliquerait pas. Ça serait couvert dans cette situation-là. Oui, de façon générale, nos chalets là, qu'on va revoir bientôt, qu'on a peut-être laissé l'hiver, il y a beaucoup de gens qui y vont quand même en motoneige, là, mais qu'on y va un petit peu moins dans les entre-saisons, comme les dernières semaines. Là. Les chalets, en général, on couvre ça avec l'ensemble de nos biens, meubles et immeubles dans une police d'assurance avec la maison. Hein? Effectivement, c'est ajouté comme une deuxième résidence, un deuxième emplacement sur notre assurance maison. Plusieurs protections différentes peuvent être sujettes là, pour un chalet ou un camp là, où on ne va pas régulièrement. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'investissements qui se font dans les dernières années dans ces chalets-là. C'est plus rendu justement des camps, c'est des chalets ou des maisons secondaires. Donc, c'est important de voir selon la fréquence de visite, la fréquence qu'on va à notre chalet, des protections qu'on peut avoir, qu'on peut améliorer sur notre contrat d'assurance. Si on y va régulièrement, on peut avoir des protections qui sont pas pareilles comme notre maison principale, mais semblables. Si on y va seulement à l'occasion, là, c'est plus difficile d'avoir des protections plus étendues, mais il y a moyen d'améliorer les contrats d'assurance. Entre autres, concernant le vol, c'est ce que je voulais également parler ce matin, il y a moyen de couvrir le vol du contenu au chalet dans certaines occasions. Et il faut pas oublier que les biens, souvent on apporte des biens pour seulement une petite période, là, pendant un mois ou deux l'été, mais le vol ne sera pas plus couvert au chalet. Dans la plupart des contrats d'assurance, certains peuvent le couvrir, mais la plupart des contrats d'assurance vont exclure le vol même à un endroit où vous êtes propriétaire, sauf si vous y habitez temporairement. Donc, si le vol a lieu pendant que vous êtes sur le lac en train de pêcher, puis il y a quelqu'un qui passe qui vole, là, ça serait couvert. Mais en temps normal, les biens temporairement laissés au chalet ne sont pas plus couverts pour le vol. Ouais. Donc, et ça, c'est peut-être un changement qu'il y a eu dans les contrats d'assurance les dernières années, puisqu'il y a plusieurs années, lorsqu'on laissait des biens temporairement au chalet, ils pouvaient être couverts. Ben, c'est bon de s'informer, de vérifier peut-être justement avant qu'on ait une réclamation, qu'on ait un avarie là, pour pas être en conflit finalement avec nos assureurs. Le printemps, c'est le bon temps pour faire ça justement. Hein? On est entre deux types d'utilisation de matériel. Ben, effectivement, puis le printemps est une grosse période de renouvellement et de modification, que ce soit les déménagements, les changements de véhicules, les rénovations dans nos maisons. Donc, c'est le temps d'informer son conseil d'assurance des changements qu'on a à faire et de vérifier que nos besoins sont bel et bien protégés. Oui, on a parlé des VTT, on pourrait parler des bateaux et des skidoo. Quand on remise nos motoneiges, par exemple, on doit le signaler à l'assurance? Non, pas pour les motoneiges, hein. C'est une protection. Quand on dit que la motoneige ne peut pas servir l'été, les protections, la tarification est faite en fonction d'une utilisation seulement durant l'hiver. Donc, on n'a pas besoin d'aviser. C'est pas comme un véhicule, une décapotable, par exemple, qu'on utilise seulement l'été, que certaines personnes vont utiliser presque à l'année. Donc là, il y a une diminution de prime, lorsqu'on remise le véhicule. Il faut aviser son assureur pour pouvoir en profiter, mais si pour les motoneiges, c'est déjà compté là, que le véhicule ne servira pas durant l'été. Nos belles d'été qu'on utilise, qu'on va sortir là, quand les vents vont ralentir
un peu puis que le soleil va sortir, il n'y a pas de date nécessairement, quoi. Il faut aviser de l'utilisation qu'on en fait personnellement. Ben, idéalement, c'est de rappeler effectivement lorsqu'on va le remettre en vigueur, remettre l'immatriculation en vigueur à la SAQ. Certains contrats d'assurance les remettent en vigueur automatiquement le 1er avril, d'autres le 1er mai, mais assurez-vous là que c'est bien le cas pour vous et que si vous décidez de sortir le 15 mai, mais que votre contrat est en vigueur. En terminant, Guy, tous nos bateaux de plaisance, là, que ce soit pour aller à la chasse, la pêche dans l'arrière-pays, ou les nombreuses personnes qui font de la navigation, qui s'amusent dans la baie de Sept-Îles ou dans les environs sur la mer, là, souvent, ça a quand même des bonnes valeurs, un bateau de pêche, un bateau de plaisance. Ça aussi, il faut s'assurer qu'on est bien couvert avant de naviguer, là. Effectivement, c'est non seulement pour les dommages au bateau, s'il arrive une collision ou quoi que ce soit, puis le contenu qui est à l'intérieur du bateau, il y a beaucoup d'équipements maintenant, en plus avec la pêche, etc. Mais pour notre responsabilité civile aussi, c'est important d'être couvert. Si on fait une collision avec un autre bateau et qu'on blesse des gens ou qu'on cause seulement des dommages au bateau, faut être couvert en responsabilité. Eh ben voilà, donc il y a quand même beaucoup de travail, je pense, chez nos assureurs au printemps. C'est une saison importante pour tout le monde. On est dans le changement d'équipement également. J'imagine qu'on a toujours du temps, toujours des gens disponibles chez Accès Conseil pour répondre aux questions des gens. Hein? Certainement, ça nous fait toujours plaisir au 962-6916. Guy Duchesne, expert en assurance, un gros merci pour cette chronique. Merci Jean et bonne journée. Bonne journée. La chronique d'assurance vous a été présentée par Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance. Vous avez des interrogations? Faites-nous les parvenir à info@commercialpurefm.com. Il nous fera plaisir d'y répondre dans cette chronique. Pour tous vos besoins, Accès Conseil Guy Gagnon Rochette Assurance, 493C Avenue Brochu, 88 962 6916. Eh bien, Valérie, ça complète notre émission de ce mardi 9 mai. On recevait la mairesse Violaine Doyle en ouverture d'émission, la mairesse de Port-Cartier. Demain, on va s'entretenir avec le maire de Sept-Îles, Régent Porlier, de plusieurs dossiers d'actualité municipale. À Sept-Îles aussi, il y avait une réunion hier soir du conseil des élus de la ville de Sept-Îles. Jeudi, on aura une belle entrevue culturelle aussi. Jeudi, c'est déjà booké. On va parler avec Yvan Penneau à 12h15. Lui qui vient tout juste de sortir un vidéoclip pour sa chanson Au bout de nous que vous entendez sur nos ondes. Il y a son album qui sort vendredi aussi. Bref, on va avoir plein de choses à jaser. Et d'ailleurs, surveillez notre page Facebook parce que je m'en vais vous partager le vidéoclip de Yvan. Bon, ben on a hâte d'entendre Yvan Penneau parler aux gens de chez eux, les gens de Sept-Îles, jeudi à Côte-Nord Attitude. Au revoir tout le monde.